Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle de la justice. L'ouverture du procès présumé détournement des fonds alloués à l'implémentation des projets de forage et des pompes solaires dans plusieurs localités de la République démocratique du Congo. C'est lundi 4 novembre 2024 à la Cour de cassation. L'ancien ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, est soupçonné de surfacturation sur un contrat de 400 millions de dollars liés à la réalisation de ces projets. Débuté ce lundi et siégeant en matière répressive, ce procès qui oppose le ministère public au prévenu François Roubota et Mike Kassongo a été renvoyé au 18 novembre de l'année en cours. Messieurs et dames, rendons-nous dans la ville historique de Boma. L'état de dégradation du pont Jacques Mbado inquiète au plus haut point les habitants de la ville historique qui lancent un SOS pour prévenir ces dangers qui guettent les usagers de cet édifice. Un élément réalisé par Reg. Suivez. Réhabilité par le feu gouverneur Jacques Mbado Sitou, le pont qui porte son nom, situé au quartier Kimbango, dans la commune de Kalamou à Boma, se dégrade sous l'œil impuissant des autorités. Le délabrement de cette passerelle constitue un danger permanent pour la population de cette partie de la ville et ses usagers. À en croire un vendeur des objets classiques sur place, le passage de véhicules de gros tonnage a été interdit par les autorités pour prévenir l'avenir de l'édifice. Mais cette décision n'a pas d'application. Pour ces ponts, nous ne savons quoi faire. Il y avait interdiction de passage de véhicules de gros tonnage, mais ces véhicules passent toujours. Si aujourd'hui ces ponts n'existent plus, nous aurons du mal à traverser de l'autre côté. À vous, les autorités, de prendre cette situation en main. Signalons que, outre la dégradation du pont, l'insalubrité a également élu domicile depuis Belirette à cet endroit. Les artisans du Congo central en général et ceux de la ville de Matadi en particulier éprouvent plusieurs difficultés. Un échantillon s'est exprimé à travers notre micro. Les détails dans ces dossiers réalisés par Pacific Mwanda. Suivez. L'artisanat est un secteur qui offre de multiples possibilités de survivre aux techniciens, tant professionnels qu'amateurs. Il recoupe des métiers de passion, des savoir-faire et des libertés. Dans plusieurs pays du monde, les artisans sont aussi des collaborateurs rapprochés des gouvernements. À en croire d'aucuns, tel n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Avec une potentialité riche en créativité, les artisans congolais, précisément de la ville portuaire de Matadi, éprouvent plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier, nous confirme cette couturière. Nous avons un sérieux problème lié au matériel. Les machines pour la broderie et le surfilage coûtent cher et sont très rares. Nous avons des nouveaux modèles disséminés à travers le monde, mais il nous est difficile de les faire par manque de machines appropriées. Nous sommes capables de produire les modèles qui nous proviennent de l'Italie et en Turquie. Seul le manque de matériel constitue notre handicap. Les Congolais ne nous font pas confiance. Ils sont complexés par le produit des autres. Or, nous sommes aussi capables de faire autant que ceux qui nous proviennent de la Turquie. En dépit de nos difficultés
difficultés, nous exerçons quand même notre métier tant bien que mal. Les matières premières pour la fabrication des souliers sont très rares et difficiles à trouver. Propos d'un cordonnier trouvé dans son atelier. Nous sommes dépourvus en matériel. Nous achetons des sacs à dos. C'est ce qui nous permet de monter les chaussures. Par manque de cuir, il nous est difficile de monter plusieurs pièces. Un menuisier a axé ses propos sur la qualité des meubles importés et ceux fabriqués localement. Nos meubles ne sont pas considérés par nos frères congolais. Ils préfèrent ceux qui sont fabriqués par les Chinois sans calcul des conséquences. C'est quand ils sont abîmés qu'ils reviennent vers nous pour la réparation. 1 mois, 2 mois, il y a même qu'on a l'État congolais a encadré les techniciens veillent. L'État congolais ne sait pas encadrer les artisans. Si la Chine est développée, c'est grâce à la technique. Les centres de formation professionnelle sont d'une importance capitale. Ces derniers ont du mal à décoller par manque de matériel. Il faut équiper nos centres professionnels. En l'occurrence, les centres Mata, celui Tsumbu et l'ITP. Au besoin, construire d'autres. À l'unanimité, cet échantillon des artisanaux a lancé un message à l'autorité provinciale. Si le gouvernement provincial nous appuie, nous allons donner le meilleur de nous. On peut produire autant de pièces pour arrêter l'importation des chaussures. Si on nous formait étant que couturières, nous allons faire plus que ceux qui sont en Turquie. Nous demandons aux autorités de la province de nous accompagner. Parlons sport, messieurs et dames. Les léopards locaux de la République démocratique du Congo ont débuté les entraînements au stade de Martyrs en vue d'un stage bloqué prévu du 2 au 9 novembre 2024 pour la double confrontation contre les Tchad comme temps pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Je vous propose de suivre le sélectionneur Otis Ngoma qui s'est exprimé à l'issue de cette séance d'entraînement. Suivez. Très satisfait de reprendre quand même les entraînements après presque 2 ans, comme il dit, d'hibernation. Hier, on a fait notre premier rassemblement. Les joueurs sont arrivés tous, le groupe avec 31 joueurs parce qu'il y a un garçon qui a loupé son vol. Donc l'entraînement d'aujourd'hui, hormis les joueurs de Lupopo qui étaient blessés, qu'on a laissé un peu parce qu'il fallait qu'ils récupèrent, et des garçons qui sont partis jouer leur match, les Vita, Céleste, les Aigles, et puis Renaissance, qu'on va retrouver ce soir au lieu des rassemblements. Mais sinon, vraiment, on est très satisfait de reprendre. Le groupe affiche complet. Je crois que là, le team manager est en train de voir avec l'organisateur pour acheminer les garçons le défenseur central de Don Bosco qui doit arriver au plus tard cette nuit. C'est un stage de cohésion et d'évaluation. Évaluer ces garçons-là parce que faut savoir qu'on a recensé 760 joueurs au sein du championnat national. Est-il qu'on doit jouer le 22 du mois prochain? Donc l'idéal était de voir le garçon qui ont performé dans le première semaine du championnat et qu'on va continuer à suivre dans les différents matchs et en même temps voir ceux qui au 4e, 5e journée vont faire mieux pour essayer au mois de décembre de fusionner le premier groupe et ce qu'on va récupérer pour faire une équipe très cohérente. Place à l'information au-delà de nos frontières, messieurs et dames, en visite à Payporta, le roi d'Espagne Philippe VI et la reine Laetitia ont été pris à partie par les sinistrés et pris dans une atmosphère d'une rare violence. Le couple royal a dit écouter sa visite du jamais vu et dans toute l'histoire de la monarchie espagnole. Un élément à de nos confrères de France Télévisions. Suivez. Ils étaient venus montrer leur soutien aux sinistrés. C'est sous les insultes et les jets de boue que la famille royale et le gouvernement espagnol ont été reçus. Dans la confusion,
Des parapluies s'ouvrent pour protéger la reine. Depuis les balcons, les projectiles fusent. Le Premier ministre, Pedro Sánchez, doit écourter sa visite, fuir en voiture, poursuivi par les habitants, armés des balais brosses qu'ils utilisent depuis 5 jours. C'est une réponse à ce qu'ils nous font subir. Vous voyez comment sont les rues. On n'a toujours reçu aucun plat chaud. Dehors! L'humiliation des autorités et de la famille royale. Toi, tu ne manques pas d'eau, hein? Le visage maculé de boue. À toi, il ne te manque rien, rien. Face à la détresse des sinistrés qui crient leur colère depuis les carcasses de leur voiture. Qu'importe l'étiquette, cette habitante interpelle la reine. Des morts à Paiporta. On a encore des morts qui n'ont pas été sortis. Le flot d'accusations est intarissable. On n'a pas de vêtements, pas à manger, on n'a rien. Il faut 3 jours pour que la putain d'armée vienne nous aider. Un habitant tente de faire redescendre la pression. Ce n'est pas contre vous. Mais la reine ne peut retenir ses larmes. Les habitants accusent Pedro Sánchez, le Premier ministre, de les avoir livrés à eux-mêmes depuis 5 jours. Mais aujourd'hui, la colère est trop grande pour n'être dirigée que contre lui. Tenez, vous n'avez qu'à prendre ma pelle. À bout de force, ce jeune homme interpelle le roi Felipe VI et s'effondre aussitôt dans ses bras. Une visite officielle totalement chamboulée, après laquelle les souverains ont annulé une seconde dans un autre village sinistré. Ce soir, ils reviennent sur ces incidents. Il faut comprendre la colère et la frustration de nos concitoyens à cause des difficultés qu'ils vivent. Ils ont aussi du mal à comprendre comment fonctionnent tous les mécanismes des opérations d'urgence. Ces incidents sont inédits dans l'histoire de la monarchie espagnole. Qui commence bien, finit bien, messieurs et dames. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.